Donc maintenant, on va passer au chapitre 3 où on va parler du système endocrinien. Donc, le système endocrinien est composé de glandes qui relâchent des hormones qui vont réguler différents processus de notre corps. Donc, je vais parler des glandes et des hormones de ce système-là. Donc, si je regarde une vue d'ensemble du système endocrinien, il y a un homme et une femme, ça c'est parce qu'il y a certaines glandes qui ne sont pas communes aux deux. Comme par exemple, les ovaires, c'est des glandes qui sont chez la femme et les hommes ont des testicules. Donc, pas les mêmes glandes. Par contre, le reste des glandes vont être les mêmes. C'est un système qui va agir en parallèle avec le système nerveux. Parce que dans le fond, dans ton encéphale, tu vas avoir une structure qui s'appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est une structure qui est à la fois une glande et une structure du système nerveux. Et c'est cet hypothalamus-là qui va réguler la fonction de toutes les autres glandes qui, elles, ont pour but de réguler différents processus homéostatiques dans ton corps. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le système endocrinien et le système nerveux pour maintenir l'homéostasie. Le système endocrinien est donc fait de glandes qui, elles, sécrètent des hormones, qui sont des messagers chimiques. C'est des molécules qui, elles, vont circuler à travers ta circulation sanguine, donc à travers ton corps, jusqu'à temps qu'elles arrivent à des cellules cibles où là, elles vont déclencher ou provoquer une réaction par ces cellules-là qui va être nécessaire pour pouvoir réguler ton homéostasie. Donc, si on parle des glandes du système endocrinien, on appelle ça des glandes endocrines. C'est à la différence d'un autre type de glande qui s'appelle des glandes, donc c'est pas égal à des glandes exocrines. Par exemple, une glande exocrine, ça serait la glande salivaire. Glande salivaire. Ça, c'est un exemple d'une glande exocrine. Si on passe à ton système digestif, dans ta bouche, tu as des glandes salivaires qui, elles, relâchent de la salive et dans la salive, il va y avoir des enzymes. Mais la glande est directement attachée à ta bouche par un conduit, un tube. Et c'est à travers ce tube-là, entre la glande salivaire et la bouche, que la salive va sortir de la glande pour rentrer dans ta bouche. Ça veut dire que ça, c'est une glande exocrine parce que ça utilise un conduit excréteur, donc la connexion entre la glande et la bouche, pour pouvoir sécréter une substance à un endroit. Une glande endocrine, elle, n'est pas attachée à l'organe cible par un conduit excréteur. La glande endocrine, à la différence de la glande exocrine, va sécréter des hormones, donc des messagers chimiques, directement dans la circulation sanguine. Et c'est à travers la circulation sanguine que ces hormones-là vont se rendre aux organes ou aux cellules qu'elles sont supposées de cibler. Une hormone, comme j'ai dit, c'est un messager chimique, donc c'est une molécule qui va être envoyée à travers le corps par la circulation sanguine parce qu'elle a été relâchée par une glande endocrine et elle va se lier à certaines cellules ou organes visés pour pouvoir avoir ses effets ou activer ses effets sur ces cellules et ces organes-là. Il y a plus de 200 hormones qui ont été identifiées et d'autres substances qui agissent comme des hormones qu'on appelle les substances hormonoïdes. Les glandes endocrines et les hormones qu'elles produisent permettent de réguler la croissance, le développement, la tension artérielle, la réponse immunitaire, va ralentir ou accélérer le métabolisme et plein d'autres choses. Les hormones sont libérées directement dans le sang, c'est par des glandes endocrines, et vont agir sur ce qu'on appelle des cellules cibles. Donc, si on regarde les différentes glandes endocrines, on a ton hypothalamus qui fait partie à la fois d'une structure de ton encéphale, donc c'est du système nerveux, mais aussi va agir en tant que glande dans ton système endocrinien. Donc, tu as ton hypothalamus. En dessous, dans ton encéphale, tu as une autre glande qui est ton hypophyse, qui, elle, n'est pas une structure de ton système nerveux, donc ne fait pas partie techniquement de ton système nerveux central, fait uniquement partie de ton système endocrinien. Tu vas aussi avoir la glande thyroïde qu'on peut retrouver dans ton cou, ou la glande parathyroïde qui se retrouve juste attachée à ta glande thyroïde, donc juste en dessous. Tu vas avoir aussi ton thymus, tes glandes surrénales. Le pancréas va aussi agir en tant que glande. Et tu vas avoir tes glandes qui vont être responsables des fonctions sexuelles et reproductrices, donc tes ovaires et tes testicules. Nous, on va voir toutes ces différentes glandes, sauf le thymus. Nous, on va principalement se concentrer sur toutes les autres glandes que j'ai mentionnées
dans ceci, sauf le thymus. Pour les ovaires et les testicules, on va en parler un petit peu plus tard dans le dernier chapitre de cette unité, le chapitre 5. C'est-à-dire que ce chapitre-ci va se concentrer sur l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande thyroïde, la glande parathyroïde, les glandes surrénales et le pancréas. Donc ça, c'est pour le chapitre 3 de cette unité. Pour être capable de comprendre le fonctionnement des hormones ou des glandes, il faut comprendre c'est quoi une hormone et c'est quoi une cellule cible. Donc, si je vous donne un exemple, l'hormone de croissance humaine, dont l'acronyme est petit h, grand G, grand H, donc le HGH. Pourquoi HGH? C'est le mot en anglais, Human Growth Hormone, donc c'est pour ça qu'on dit HGH. C'est l'hormone de croissance humaine qui, elle, va être produite par ton hypophyse antérieure, donc en haut ici. L'hypophyse antérieure va relâcher le HGH dans la circulation sanguine, qui, elle, va se rendre à des cellules cibles qui vont se retrouver dans ton foie ou qui vont se retrouver dans tes muscles ou dans tes os. C'est parce que le HGH, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cible des cellules du foie spécifiquement. En ciblant les cellules du foie par le HGH, donc il va se lier à des récepteurs sur les cellules hépatiques, donc hépatique veut dire du foie. Ça va faire que ces cellules-là, en réponse, vont produire une autre hormone qu'on appelle IGF-1. Donc, c'est leur facteur de croissance 1, qui, lui, va se rendre et cibler, lui, les os et les muscles. Et ce IGF-1, quand il va se lier à des récepteurs sur les cellules osseuses ou sur les cellules musculaires, va déclencher une série de réactions qui vont faire en sorte que les os vont grandir et les muscles vont aussi augmenter et grandir en nombre et en taille. Les hormones, comme j'ai dit, sont relâchées par des cellules qui font partie de glandes. C'est des messagers chimiques qui vont sortir par exocytose de ces cellules-là, vont se rendre directement dans la circulation sanguine et vont se rendre à des cellules cibles. Donc ici, j'avais mentionné deux hormones. L'hormone de croissance humaine qui cible les cellules hépatiques, donc se lie à des récepteurs sur les cellules hépatiques, qui, elles, vont ensuite répondre en relâchant une autre hormone, un facteur de croissance, qui, elle, va cibler d'autres cellules cibles, les os et les muscles, pour déclencher une réponse dans ces cellules-là. Donc ici, tu vas avoir tes hormones qui circulent, puis ils vont se lier à des cellules cibles. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types d'hormones, les hormones qui sont liposolubles et les hormones qui sont hydrosolubles, et ils vont avoir des actions différentes. Ici, c'est un exemple de l'action d'une hormone qui va être hydrosoluble. Je sais ça parce que l'hormone ici doit se lier à un récepteur et en se liant à un récepteur va déclencher une réponse dans la cellule cible. Le récepteur va être une protéine à la surface de la cellule cible qui va avoir la bonne forme tridimensionnelle pour être capable de reconnaître l'hormone en question. Il existe plein de différentes hormones qui, eux, ont des formes différentes, qui vont avoir des groupements fonctionnels différents à différents endroits. Et donc, une hormone va cibler un seul récepteur ou une seule protéine parce qu'il va avoir un bon site avec les bons groupements fonctionnels des acides aminés qui peuvent reconnaître l'hormone spécifiquement. Et donc, les cellules cibles vont avoir ces récepteurs-là, tandis que des cellules qui sont pas cibles n'ont pas les récepteurs, donc ne vont pas être activées par l'hormone, ce qui va déclencher un message. Donc ça, c'est l'exemple d'une hormone qui serait hydrosoluble. Donc, je vais juste sauter à hydrosoluble, puis je vais revenir à liposoluble après. Une hormone hydrosoluble, hydro veut dire eau, donc H2O. Peut-être on va juste dire eau. Donc, c'est soluble dans l'eau. Étant soluble dans l'eau, ça a des groupements fonctionnels polaires qui font en sorte qu'elle ne peut pas diffuser à travers la membrane cellulaire des cellules en général. Parce que la membrane, c'est une bicouche lipidique qui a une zone hydrophobe et qui empêche les molécules qui sont hydrosolubles de passer à travers. Donc, une hormone hydrosoluble comme le HGH ou la thyroxine qu'on appelle T4, que je vais mentionner plus tard, c'est des hormones qui vont être hydrosolubles parce que c'est généralement qui vont être à base de protéines, ça va être des hormones peptidiques, et donc ne vont pas être capables de diffuser à travers la bicouche. C'est-à-dire que pour agir sur la cellule cible, elles doivent se lier à des récepteurs qui sont des protéines transmembranaires qui vont permettre à cette hormone-là d'être reconnue et d'activer un message à l'intérieur de la cellule
qui va faire une cascade de réactions, donc ici une cascade de réponse cellulaire. Et cette cascade de réponse cellulaire va déclencher des processus internes dans la cellule qui vont être activés par l'hormone. Donc, le but de l'hormone, c'est de déclencher ces processus internes à l'intérieur de la cellule pour que la cellule puisse faire quelque chose. Si c'est l'hormone de croissance humaine et que ça, c'est une cellule hépatique, donc du foie, l'hormone de croissance humaine, c'est lié au récepteur, ça déclenche une cascade de réactions dans la cellule qui mène à la fin à la production de facteurs de croissance, donc IGF-1. Le IGF-1 va sortir par exocytose, donc ça fait encore partie du processus qui a été activé par l'hormone de croissance humaine, pour se rendre à ses propres cellules cibles qui, eux, ont d'autres récepteurs qui reconnaissent uniquement le IGF-1. Et ces récepteurs-là vont se trouver sur des cellules des os et des muscles naturellement, où là, ça va déclencher, dépendant si c'est un os ou un muscle, une réaction différente. Donc, ils doivent se lier à des récepteurs parce qu'ils ne peuvent pas diffuser à travers la membrane pour agir sur la cellule. C'est une cascade de réactions qui va se faire. Donc, c'est un processus qui va se faire très rapidement. Donc, la réponse à la liaison de l'hormone sur le récepteur va amplifier le message et faire qu'il va se faire très rapidement. Ça va augmenter la vitesse de réaction parce que ça va créer cette cascade-là qui augmente la réponse à un messager. Donc, un messager va faire une grosse différence très rapidement. Les hormones qui sont stéroïdes, donc rappelez-vous qu'on a parlé des hormones stéroïdes dans l'unité 1. Les stéroïdes, c'est des molécules, c'est des lipides, c'est des molécules non polaires, et donc ça va être des hormones qui vont être liposolubles. Ces hormones liposolubles, à la différence des hormones hydrosolubles, peuvent diffuser à travers la membrane parce qu'ils sont non polaires. Ils sont solubles dans les lipides, ils sont non polaires, et peuvent interagir avec la partie hydrophobe de la membrane, et ils peuvent juste se faufiler, déplacer la membrane puis passer à travers. Donc, ces hormones stéroïdes, comme par exemple l'estrogène, la testostérone, le cortisol, et on va en parler de d'autres dans cette unité-ci, ces hormones stéroïdes-là, parce qu'elles sont liposolubles, elles n'ont pas vraiment de cellules cibles en particulier. Elles peuvent cibler toutes les cellules. Elles vont rentrer dans toutes les cellules parce qu'elles peuvent diffuser à travers la membrane de toutes les cellules. Tu n'as pas besoin d'un récepteur spécifique pour que les hormones stéroïdes puissent rentrer. Elles peuvent rentrer dans n'importe quelle cellule. Donc, elles vont diffuser à travers la membrane cellulaire et éventuellement, elles vont se rendre jusqu'au noyau où ces hormones liposolubles vont agir, pas en faisant une cascade à l'intérieur de la cellule, mais en se liant à des protéines qui, elles, se lient à l'ADN dans certaines régions de l'ADN et dans certaines régions qu'on appelle des régions régulatrices de gènes. Donc, ce que les hormones stéroïdes font, c'est qu'elles activent ou désactivent des gènes dans l'ADN des cellules dans lesquelles elles rentrent. Et ça va faire des changements qui vont être permanents et qui vont prendre plus de temps à se faire. Pourquoi? Bien, parce qu'elles vont diffuser à travers la membrane, ce qui prend du temps, et elles doivent se trouver liées à des bons récepteurs de l'ADN. Et là, elles vont déclencher l'expression de certains gènes ou empêcher l'expression de certains gènes. Et ça va avoir une conséquence qui va prendre plus de temps à s'établir. Par contre, quand le changement dans l'ADN est fait et l'expression des gènes va être faite, ça va faire en sorte que le changement qui va s'être opéré dans la cellule va être un changement qui va être permanent. À la différence d'ici où c'est un changement temporaire. La réaction est très rapide, elle se fait, mais elle va s'estomper. Par contre, ici, le changement va être lent, mais il va être très remarquable à long terme et ne pourra pas vraiment être changé. Un exemple de ça, c'est la puberté. À la puberté, une des choses qui se produit, c'est qu'il y a une augmentation de la production de testostérone chez les hommes et une augmentation de la production d'estrogène chez la femme. Ces hormones-là sont des hormones stéroïdes. La puberté ne se fait pas du jour au lendemain. La puberté prend du temps. Qu'est-ce qui arrive à la puberté quand l'augmentation de la testostérone se fait chez un garçon? Bien, il va y avoir des changements qui vont se faire au niveau de son ossature, sa musculature, son apparence physique, sa voix va changer, sa pilosité va changer. Donc, c'est des changements qui prennent du temps à s'établir, mais quand ça s'est établi, tu ne peux pas vraiment revenir en arrière ou c'est très difficile de revenir en arrière. Par exemple, si tu as une femme qui, elle, veut décider de devenir un homme, elle va prendre la testostérone, ça va prendre du temps
avant que les caractères sexuels secondaires, donc l'augmentation, la barbe par exemple, l'augmentation du poil, de la quantité de poils, l'augmentation de la masse musculaire au niveau des épaules vont se faire, et d'autres changements qui donnent les caractères mâles. Mais si elle veut revenir en arrière, ça va être quelque chose qui va être très difficile parce que beaucoup de ces changements-là sont permanents. Une femme qui va prendre la testostérone pour augmenter sa masse musculaire va avoir maintenant un changement au niveau de sa forme, de ses os, de son visage, de son corps, qui ne peut pas être réversible. Donc, ça peut être des changements qui vont être presque permanents parce que ça change comment l'ADN, pas l'ADN elle est, parce que l'ADN ne change pas, mais comment les cellules expriment certains gènes, et ça va se faire de façon permanente ou presque permanente. C'est un processus qui prend beaucoup plus de temps à s'établir, mais ça donne des conséquences à plus long terme et plus permanentes. Et encore une fois, ça cible toutes les cellules. Si tu penses encore aux changements qui se font à la puberté, c'est presque toutes tes cellules de ton corps qui vont être affectées. Le changement d'un garçon en un homme est un gros changement très dramatique, et la même chose pour une fille en une femme. C'est des changements qui vont être beaucoup plus et qui vont affecter différents systèmes et différents organes à travers le corps, pas juste quelques petits organes cibles. Maintenant, qu'est-ce qui régule ces hormones? Parce que les hormones doivent être régulées. Elles ne peuvent pas juste être produites en quantité constante à travers le temps, à travers les années et ton âge. Il faut qu'il y ait une certaine régulation de ces hormones-là pour maintenir ton homéostasie. Et donc, il va y avoir des libérines et des stimulines, qui, elles, sont des hormones qui régulent la production et le relâchement de d'autres hormones. Ces stimulines et ces régulines vont être produites par l'hypothalamus et l'hypophyse qui se trouvent dans ton encéphale. C'est ton hypothalamus principalement qui va réguler la production de toutes les hormones, mais ensuite, ton hypophyse, lui aussi, a un autre rôle qui régule aussi d'autres glandes et d'autres hormones. Donc, ton hypothalamus, rappelez-vous que c'est une structure dans ton encéphale qui fait aussi partie de ton système nerveux, et c'est une des façons que ton système nerveux contrôle les processus homéostatiques à travers les hormones. Donc, si on regarde un schéma général de comment certaines glandes régulent d'autres glandes et d'autres hormones. Ton hypothalamus, qui est une glande et un organe de ton système nerveux central, va produire des hormones qui s'appellent des libérines. Donc, de façon générale, les libérines sont produites par l'hypothalamus. Ces libérines vont cibler spécifiquement l'hypophyse. L'hypophyse va, après avoir reçu le message par une libérine de ton hypothalamus, donc ici, il y a des récepteurs sur ton hypophyse qui sont des récepteurs spécifiques à la libérine en question, ça va déclencher une réponse dans l'hypophyse pour qu'elle relâche, dépendant de la libérine, elle relâche une stimuline spécifique, donc une deuxième hormone. La stimuline va être relâchée dans la circulation sanguine et circuler à travers le corps jusqu'à temps qu'elle reconnaisse une cellule cible, parce que la cellule cible va avoir des récepteurs qui sont spécifiques à la stimuline en question. Quand la stimuline se lie au récepteur de la cellule cible, ça va déclencher une production d'une autre hormone qui, elle, va agir, donc faire l'action qu'elle est supposée de faire, qui a été déterminée par ton hypothalamus. Mais cette hormone, pour s'assurer que le processus ne s'emballe pas, parce que tu veux qu'il y ait un peu d'hormones qui fassent un peu d'action, pas constamment, elle va aussi agir et faire ce qu'on appelle de la rétroaction négative. Donc, ici, c'est de la rétroaction négative. Donc, c'est une rétroaction qui inhibe sa propre production. Comment ça inhibe la production de cette hormone? Bien, elle va aussi circuler dans le sang, agir sur l'organe qui est supposé de faire l'action, mais elle va aussi circuler dans le sang et faire que l'hypothalamus diminue ou arrête la production de libérine. Parce que si ça ne fait pas cette rétroaction négative, la libérine va continuer à être produite, qui va produire plus de stimuline, qui va produire plus d'hormones, qui va faire plus d'action.
Mais tu ne veux pas que ça s'emballe puis que ça fasse de la rétroaction positive. Tu ne veux pas que ça augmente la quantité d'hormones puis la quantité de réponse de façon exponentielle. Donc, elle va contrôler sa propre production d'hormones par cette glande-là en empêchant la libération de la libérine, qui, elle, va diminuer la production de stimuline, qui, elle, va diminuer la production de l'hormone. L'hormone va aussi faire de la rétroaction négative sur l'hypophyse pour diminuer la production de stimuline, ce qui va aussi faire le même effet. Tu diminues la quantité de stimuline qui diminue la quantité d'hormone. L'objectif ici, si tu regardes un graphique, rappelez-vous qu'en homéostasie, c'est important de tenir les valeurs dans une certaine fourchette acceptable. S'il n'y a pas assez d'hormones, donc je vais mettre l'hormone en bleu, s'il n'y a pas assez de cette hormone en bleu, donc c'est plus bas que normal, donc ça serait la normale. Si elle est plus bas que normale, il y a de la libérine de produit, donc tu as une augmentation de production de libérine, ce qui augmente la production de stimuline, ce qui augmente la production de l'hormone, ce qui fait augmenter l'hormone. Éventuellement, elle va au-dessus de la normale, puis quand elle va être au-dessus de la normale, tu vas avoir une grande concentration, donc une concentration élevée de l'hormone, qui, elle, va faire de la rétroaction négative, qui va faire baisser la production de libérine, qui va faire baisser la production de stimuline, qui va faire baisser la production d'hormones, donc la quantité d'hormones va diminuer. Et éventuellement, ça va devenir en dessous de la normale, et ça va faire qu'il y a une concentration basse d'hormones, ce qui va empêcher la rétroaction négative, ce qui va faire que la libérine va être relâchée, ce qui va faire que la stimuline va être relâchée, qui va faire que l'hormone va être relâchée par la glande cible, qui, elle, va faire augmenter la quantité d'hormones. Et ça va faire une vague. Donc, c'est un processus dynamique qui est contrôlé par la rétroaction négative. Plus qu'il y a d'hormones, plus qu'il y a d'inhibition, moins qu'il y a d'hormones, moins qu'il y a d'inhibition. Un exemple de ça que l'on va revoir plus en détail quand on va parler de ton hypothalamus, de ta glande thyroïde et des hormones thyroïdiennes. L'objectif, ce serait de produire de la thyroxine, de la T4. C'est la glande thyroïde qui produit la T4. La T4 régule plein de processus qu'on va voir un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, on veut produire de la T4, mais on veut que la T4 reste dans une certaine zone optimale de concentration. On n'en veut pas trop, on veut qu'il n'y en ait pas aussi qui en manque. S'il y a peu de T4, l'hypothalamus n'est pas inhibé, donc il relâche de la thyrolibérine. Donc, remarquez que le mot libérine, parce que c'est une libérine. L'acronyme de la thyrolibérine, c'est la TRH. La thyrolibérine stimule l'hypophyse en se liant à des récepteurs de thyrolibérine sur l'hypophyse. Quand l'hypophyse est stimulée par la thyrolibérine, elle produit une thyrostimuline, donc remarquez qu'il y a une stimuline, qu'on appelle la TSH. La thyrostimuline va aller dans la circulation sanguine et va se lier à des récepteurs sur la glande thyroïde qui vont stimuler la production de T4 par la glande thyroïde. Ça va faire augmenter la concentration de T4. Plus qu'il y a de T4 dans le sang, plus qu'il va y avoir de la rétroaction négative sur l'hypothalamus et l'hypophyse, ce qui vont baisser la quantité de thyrolibérine et de thyrostimuline, ce qui va baisser la quantité de T4. Moins qu'il y a de T4, moins qu'il y a de rétroaction négative, plus qu'il y a de thyrolibérine de produite, thyrostimuline de produite et T4 de produite. Donc, tu as une régulation comme ça par une boucle de rétroaction négative pour maintenir ta quantité d'hormones dans la zone optimale. Donc, tu as besoin de beaucoup de coopération entre ton système nerveux et ton système endocrinien pour pouvoir maintenir ton homéostasie. Donc, l'homéostasie va dépendre, dans le fond, de ta relation entre ton système nerveux et endocrinien. Ce n'est pas juste ton système nerveux qui régule ton homéostasie, c'est aussi ton système endocrinien à l'aide d'hormones. Mais c'est tout contrôlé par ton hypothalamus, qui est une structure de ton système nerveux central. On peut aussi voir ce lien très étroit entre ton système nerveux et ton système endocrinien par le fait qu'il y a beaucoup d'hormones, mais certains neurotransmetteurs, comme l'adrénaline et la noradrénaline, sont aussi des hormones qui peuvent être relâchés dans la circulation sanguine et avoir les mêmes effets que quand ils sont relâchés par ton système nerveux central. Les deux vont être aussi régulés par des boucles de rétroaction et ton système endocrinien et nerveux
vont réguler des processus physiologiques comme l'allaitement, la production de lait maternel, donc des processus de rétroaction positive, mais aussi des processus de rétroaction négative.